Bienvenue à nouveau dans notre coin paisible du jardin. Avez-vous déjà regardé un plant de tomates fatigué ou une parcelle de terre sèche en sentant qu'il manquait quelque chose de plus profond? Ce n'est pas juste un autre sac d'engrais, mais une façon de jardiner que nos grands-parents semblèrent comprendre instinctivement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des familles à travers tout le pays comptaient sur un secret du sol si puissant qu'il pouvait tripler une récolte sans le moindre apport chimique. Ces minuscules jardins de la Victoire produisaient près de 40% des légumes de l'Amérique en 1943, en plein milieu du rationnement, de la peur et de l'incertitude. Des gens ordinaires, utilisant une sagesse simple, produisaient plus de nourriture par mètre carré que de nombreuses fermes industrielles aujourd'hui. Alors pourquoi ces méthodes ont-elles disparu? Parce qu'en 1947, les usines qui fabriquaient autrefois l'azote pour les bombes ont commencé à fabriquer de l'azote pour les champs. Et peu à peu, on nous a appris à dépendre des sacs d'engrais plutôt que d'un sol vivant. Ce qui poussait autrefois librement, grâce à la nature, est devenu quelque chose qu'on nous a dit d'acheter. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, nous découvrons ces secrets enfouis. La méthode sans effort du couper-déposer, chop and drop, l'inoculation du sol par la forêt elle-même et les partenariats vivants sous nos pieds qui ne coûtent rien et restaurent tout. Ce sont des outils auxquels nos aînés faisaient confiance, des outils assez puissants pour reconstruire n'importe quel jardin, n'importe où. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à vous réapproprier la sagesse qu'ils espéraient nous voir oublier? Replongeons dans l'histoire du Jardin de la Victoire et redécouvrons la terre vivante qui attend sous nos mains. Pour comprendre pourquoi une si grande partie de notre sol moderne semble fatiguée, épuisée ou simplement vide, nous devons revenir à un moment de l'histoire dont la plupart des jardiniers n'entendent jamais parler. C'était en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis se retrouvaient avec 10 usines énormes, construites dans un seul but, produire de l'ammoniac pour les munitions. L'ammoniac est essentiellement de l'azote. Elle alimente les explosions, mais elle alimente aussi la croissance rapide et feuillue des plantes. Soudain, la guerre était finie. Les bombes s'arrêtèrent, mais pas les usines. Elles étaient incapables de produire 1,6 million de tonnes d'ammoniac chaque année et l'industrie faisait désormais face à une décision monumentale. Fermer les usines ou trouver un nouvel ennemi. Ils ont choisi le sol. Presque du jour au lendemain, le même nitrate d'ammonium autrefois utilisé dans les explosifs a été reconditionné dans des granulés brillants et vendu comme engrais. L'histoire qu'on nous a racontée était simple. C'était le progrès. C'était l'agriculture moderne. C'était le miracle que nos jardins attendaient. Mais, mes amis, avant ce déluge chimique, nous nourrissions la terre avec des méthodes éprouvées. La rotation des cultures, la plantation de légumineuses pour fixer l'azote, et le fait de laisser les racines et les microbes travailler ensemble, comme la nature l'a prévu. Les plantes poussaient lentement, mais elles poussaient vigoureusement. Le sol se reposait, guérissait et se régénérait. Le nouveau système faisait paraître tout plus vert et plus rapide. Mais ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est que l'azote seul ne suffit pas. Les plantes ont besoin d'au moins 16 nutriments essentiels, et pas seulement du célèbre NPK estampillé sur chaque sac au magasin. En noyant le sol d'azote synthétique, nous avons brûlé le carbone, détruit les réseaux fongiques et affamé les micro-organismes mêmes qui rendent le sol véritablement vivant. Ce n'était pas une amélioration, c'était une prise de contrôle. Et voici la partie qui surprend encore beaucoup de gens. Les pesticides modernes n'ont pas commencé dans le jardin. Ils sont nés de recherches de guerre sur les gaz neurotoxiques, comme le sarin. Après la guerre, le champ de bataille s'est simplement déplacé. Nous sommes passés de la lutte contre les nations à la lutte contre la biologie de nos propres jardins. Mais le vieux secret du jardin de la Victoire nous rappelle quelque chose de puissant. La nature n'a jamais eu besoin d'être en guerre contre elle-même.
La vie prospère non par la force, mais par le partenariat. Si nous revenons aux méthodes auxquelles nos grands-parents faisaient confiance, des méthodes ancrées dans la biologie, la communauté et le sol vivant, nos jardins prospéreront à nouveau sans une seule grenade chimique. Passons maintenant à l'un des secrets les plus simples, et pourtant les plus libérateurs de tous, la méthode du couper-déposer, chop and drop. Cette idée n'est pas venue de laboratoires ou de grandes entreprises. Elle est née de l'observation de gens ordinaires, vivant des époques extraordinaires. Pendant la guerre, les jardiniers des villes bombardées n'avaient pas de magasins où courir, ni de sacs de paillis alignés sur les étagères. Ils devaient se tourner vers le seul professeur qui n'avait jamais failli à l'humanité, la forêt. Dans la forêt, ils ont remarqué quelque chose de magnifiquement constant. La nature ne laisse jamais, au grand jamais, le sol à nu. Chaque feuille, chaque tige tombée et chaque brin d'herbe est laissé exactement là où il tombe, devenant lentement la nourriture de la génération suivante. Les jardiniers de la Victoire ont suivi cette sagesse. Lorsqu'une plante avait fini de produire, ils ne l'arrachèrent pas par les racines, une habitude que Masanobu Fukuoka a plus tard qualifiée de désastre pour la structure interne du sol. Au lieu de cela, ils coupaient simplement la plante au niveau du sol et la laissaient tomber, couper et déposer. C'est un geste si petit et pourtant si puissant car, en faisant cela, vous créez ce que les jardiniers en sont venus à appeler la couverture vivante. Une protection douce et naturelle qui protège la terre du soleil brûlant et du vent, maintenant l'humidité précieuse en place et privant les graines de mauvaises herbes de la lumière dont elles ont besoin pour germer. Dans de nombreux jardins, cette simple couche peut réduire l'évaporation de plus de 70%. Et il se passe quelque chose d'encore plus important sous cette couverture. Lorsque vous laissez les racines là où elles sont, vous protégez le réseau délicat de filaments fongiques, de terriers et de passages microscopiques dont dépendent les plantes. À mesure que ces racines se décomposent, elles deviennent de minuscules autoroutes pour l'air et l'eau, ouvrant le sol, nourrissant les microbes et créant une structure qu'aucun outil ne peut construire. C'est alors que la magie opère. Les vers de terre remontent vers le festin. Ils tirent vers le bas les feuilles coupées, les tiges séchées et les vignes flétries. Et en échange, ils nous donnent l'engrais le plus riche que la nature connaisse. Les turicules de verre. Ce que nous appelons souvent les déchets du jardin devient le carburant de la vie, transformé sans effort par des créatures qui perfectionnent ce travail depuis des centaines de millions d'années. Pourtant, pendant des décennies, l'industrie du jardinage nous a dit de tout nettoyer, de mettre le sol à nu, d'ensacher les débris, de les traîner sur le trottoir, et ensuite, bien sûr, de racheter les nutriments même que nous avions jetés. Mais voici la liberté contenue dans ce secret de guerre oublié. Vous n'avez pas besoin de combattre la nature, vous avez juste besoin de l'imiter. La gravité fait le travail, la biologie fait le travail. Vous vous tenez simplement à côté du processus et vous le laissez se dérouler. Alors, la prochaine fois qu'une plante termine sa saison, faites une pause avant d'arracher. Regardez le sol. Regardez la vie qui attend juste en dessous et souvenez-vous de la leçon que nos aînés ont apprise dans les conditions les plus difficiles. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre jardin est de laisser les choses tomber exactement là où elles sont. Êtes-vous déjà entré dans une vieille forêt profonde et vous êtes-vous arrêté alors que cette odeur douce et terreuse s'élève du sol? Elle semble ancienne, réconfortante, presque sacrée. Cet arôme est plus que du simple sol. C'est l'odeur d'un système d'exploitation vivant, le moteur originel de la fertilité de la nature. Pendant la guerre, alors que de nombreux jardins étaient épuisés par des années de mauvaises pratiques agricoles, les gens ont découvert une technique discrète qui a tout changé.
Il l'appelait le transfert de sol forestier. Contrairement aux méthodes modernes, elle ne nécessitait aucune machine, aucun produit chimique et aucun trajet au magasin. Tout ce qu'il fallait, c'était une poignée. Les jardiniers ne ramenaient pas des camions entiers de terre. Ils écartaient simplement les feuilles dans une forêt saine, tendèrent la main et ramassaient une petite quantité de cette terre sombre et grumeleuse trouvée sous la litière. C'était le cœur de ce que nous appelons aujourd'hui les micro-organismes indigènes, ou IMO pour faire court. À l'intérieur de cette minuscule poignée se trouvaient des milliards de bactéries et des milliers d'espèces de champignons, chacune parfaitement adaptée au climat local, aux ravageurs locaux et aux plantes locales. Lorsque cette terre forestière était saupoudrée sur un lit de jardin fatigué, elle agissait comme une inoculation, un éveil en douceur, introduisant toute une communauté de guerriers microscopiques, prêts à reconstruire la terre. Et vint ensuite l'une des découvertes de guerre les plus remarquables de toutes, le secret de la boîte de riz. Pour multiplier ces microbes bénéfiques, les jardiniers plaçaient du riz cuit dans une boîte en bois et l'enterraient sous le sol de la forêt pendant quelques jours. À leur retour, le riz était recouvert d'une moisissure blanche et douce. Mais ce n'était pas de la pourriture, c'était de l'IMO1, une dose hautement concentrée du propre réseau vivant de la forêt. Le réseau caché à l'échelle de la forêt, Wood Wide Web, ramené à la maison dans une seule boîte. Lorsque ces microbes étaient réintroduits dans la terre du jardin, ils travaillaient avec une vitesse étonnante. La paille se transformait en humus en quelques semaines, pas en mois. Les restes organiques se transformaient sans effort en nutriments. Le sol ne s'est pas seulement amélioré, il a repris vie. Et c'est peut-être pour cela qu'on a laissé cette méthode s'effacer des mémoires. On ne peut pas breveter une poignée de litière forestière. On ne peut pas vendre d'abonnement à quelque chose que la terre donne gratuitement. Les entreprises d'engrais voulèrent nous faire croire que la vraie fertilité vient d'une usine et non de la sagesse sous les arbres. Mais la vérité attend toujours dans chaque forêt. Avec rien de plus que de la curiosité, deux mains et un peu de respect pour les systèmes les plus anciens de la nature, nous pouvons restaurer n'importe quel jardin, en commençant par une seule poignée de vie. Depuis des générations, l'agriculture moderne nous enseigne que les plantes doivent être disposées en de longues rangées solitaires, une culture à la fois, s'étendant à l'infini à travers les terres. Mais la nature n'a jamais été d'accord avec cette idée. Elle a toujours détesté la solitude au jardin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ressources étaient rares et que chaque graine comptait, les jardiniers ont redécouvert un système si élégant et si éprouvé qu'il avait nourri les communautés indigènes d'Amérique pendant plus de 1000 ans. On l'appelait les Trois Sœurs. Plus on en apprend à ce sujet, plus on réalise qu'il ne s'agissait pas seulement de jardinage, mais d'une chorégraphie, une danse vivante de soutien, de générosité et de protection. D'abord venait le maïs, la structure du trio. Grand, droit, et s'élançant vers le ciel, il se dressait comme un guide silencieux. Mais le maïs n'était jamais censé rester seul. À mesure qu'il poussait, il offrait sa tige robuste comme un treillis vivant pour la deuxième sœur, les haricots. Les haricots enroulaient leurs vrilles vers le haut, grimpant sur le maïs avec gratitude. Cachés sous le sol, leurs racines s'associaient à des bactéries spéciales capables de faire quelque chose de vraiment extraordinaire: capturer l'azote directement de l'air et le stocker dans le sol. Chaque plant de haricots produisait discrètement de l'engrais naturel, nourrissant le maïs tout en grimpant. Et puis venait la troisième sœur, la gardienne du groupe, la courge. Avec ses larges feuilles épineuses étalées doucement sur le sol, elle ombrageait la terre pour la garder fraîche, emprisonnait l'humidité et formait un paillis vivant qui étouffait les mauvaises herbes avant qu'elles ne puissent surgir. Ses tiges rugueuses
décourageait même les prédateurs comme les ratons laveurs de s'approcher trop près. 3 plantes, 3 cadeaux, un cycle parfait. Les jardiniers de la Victoire qui utilisaient ce système ancien ont découvert qu'il nécessitait beaucoup moins d'eau que les plantations traditionnelles et produisait beaucoup plus de nutrition totale, plus de calories, plus de protéines et plus de vie par mètre carré que n'importe quelle rangée de monoculture ne pourrait jamais espérer égaler. Nous devons donc nous demander si ce système est si efficace, si naturel et si magnifiquement coopératif, pourquoi a-t-il disparu? La réponse est plus simple qu'elle ne devrait l'être. Les machines ne pouvaient pas le gérer. Les moissonneuses massives pouvaient glisser à travers des rangées uniformes d'une seule culture, mais elles ne pouvaient pas naviguer dans un champ où 3 plantes différentes travaillaient ensemble dans un même espace sacré. Le système n'a pas été abandonné parce qu'il a échoué. Il a été abandonné parce qu'il ne correspondait pas à la machine. Mais ici, dans nos jardins familiaux, nous ne sommes pas liés par la machine. Nous sommes guidés par la santé de notre sol, la nourriture de nos familles et la sagesse des générations qui nous ont précédés. Peut-être que la question que nous devrions nous poser est la suivante. Dans nos jardins, où chaque mètre carré compte, la coopération n'est-elle pas plus précieuse que l'uniformité? Et la santé des personnes que nous aimons n'est-elle pas plus importante que la commodité d'un tracteur? Pendant les années humides et propices aux maladies des années 1940, quand chaque feuille et chaque tige semblaient risquer le mildiou, la rouille ou la pourriture, les jardiniers se sont tournés vers quelque chose de simple, fait maison et étonnamment efficace. Ils l'appelaient le purin de fumier ou, plus affectueusement, le thé de compost. Au lieu de se ruer sur des fongicides chimiques ou des sprays agressifs, ils concoctaient une solution vivante, bouillonnante de biologie. La méthode était d'une simplicité élégante. Les jardiniers ramassèrent du compost mûr et terreux, ce genre de terre sombre et odorante qui s'effrite entre les doigts, l'attachaient dans un sac en toile de jute et le plongeaient dans un baril d'eau de pluie pendant 24 à 48 heures. L'eau se transformait. Les nutriments s'en échappaient. Les microbes se multipliaient follement et le baril devenait un écosystème liquide, un extrait concentré de tout ce qu'un sol sain est censé être. Rick Carr de l'Institut Rodal aime nous rappeler que les plantes ont besoin d'au moins 17 nutriments pour vraiment prospérer. Le thé de compost ne se contente pas de les contenir. Il les livre sous une forme que les plantes peuvent utiliser immédiatement, comme si la nature elle-même avait préparé un tonique à action rapide. Mais la vraie magie opère lorsque ce thé touche les feuilles. Pulvérisé doucement sur le feuillage, il crée ce que les jardiniers appelaient autrefois une seconde peau. Un bouclier vivant de microbes bénéfiques recouvre la surface de la feuille, évinçant les envahisseurs nuisibles avant même que la maladie n'ait une chance de s'installer. Au lieu de stériliser la plante, cela la renforce. Au lieu de tuer tout ce qui est bon et mauvais, cela invite les bons alliés dans le jardin. La découverte la plus surprenante est peut-être venue bien plus tard de la recherche moderne. Des études ont montré que de jeunes semis exposés à certaines fréquences naturelles, même quelque chose d'aussi simple que le chant d'un oiseau enregistré, peuvent absorber jusqu'à 7 fois plus de nutriments provenant des pulvérisations foliaires. 7 fois. Ces oiseaux du matin ne se contentaient pas de remplir l'air de musique. À leur petite échelle, ils réveillaient les plantes, ouvraient leurs pores et les préparaient à se nourrir. Alors nous devons nous demander, pourquoi dépendre de sprays chimiques qui recouvrent nos jardins de poison alors que la meilleure protection est peut-être déjà en train de pousser, de chanter et de composter tout autour de nous? Un baril d'eau de pluie, une poignée de compost et un peu de patience. C'est tout ce qu'il faut pour préparer l'or liquide des années 1940. Un tonique qui nourrit, protège et guérit sans coûter un centime.
De tous les secrets oubliés du Jardin de la Victoire, celui-ci est peut-être le plus profondément enfoui. Littéralement, il ne commence pas avec un scientifique dans un laboratoire, mais avec un prospecteur solitaire dans les années 1940, nommé Rollin Anderson. Alors qu'il creusait des dépôts volcaniques dans l'Utah, il commença à ajouter du minerai volcanique broyé à son modeste jardin potager, et quelque chose d'étonnant se produisit. Ces tomates, luxuriantes, vigoureuses et presque rayonnantes de santé, furent épargnées par les ravageurs. Pendant ce temps, le jardin de son voisin était criblé de trous, de feuilles grignotées et de vignes en difficulté. La différence n'était pas la chance, c'étaient les minéraux. Alors que les engrais modernes nous apprennent à être obsédés par le célèbre trio azote, phosphore et potassium, la nature exige discrètement bien plus. Les plantes dépendent de plus de 60 oligoéléments: magnésium, zinc, cuivre, bore, molybdène et des dizaines d'autres, pour faire fonctionner les mécanismes cachés de leur système immunitaire. Sans eux, les plantes souffrent de ce que les jardiniers appellent la faim cachée. Elles peuvent paraître vertes en surface, mais à l'intérieur, elles manquent de force pour se défendre. Le docteur C.S. Hanson, l'un des premiers partisans de cette méthode minérale, pensait que ces oligoéléments agissaient comme de minuscules antennes, absorbant et rayonnant ce qu'il appelait poétiquement les micro-ondes de la création. Lorsqu'une plante est pleinement minéralisée, elle vibre d'une telle vitalité que les insectes l'ignorent, tout simplement. Ce n'est pas parce que les ravageurs disparaissent, mais parce que la plante n'émet plus les signaux chimiques de détresse que les insectes sont programmés pour détecter. Les insectes, après tout, sont les éboueurs de la nature. Leur travail consiste à éliminer les faibles pour que les forts puissent prospérer. Lorsque les plantes sont saines, équilibrées et riches en minéraux, elles deviennent invisibles pour l'équipe de nettoyage. Cela, mes amis, est le miracle silencieux de la poussière de roche, souvent vendue aujourd'hui sous des noms comme l'azomite. Elle ne nourrit pas directement la plante, elle nourrit l'intelligence du sol. Elle répare les circuits nutritionnels et renforce le système immunitaire de l'intérieur. Le résultat est une nourriture qui n'est pas seulement plus grosse ou plus belle, mais plus nourrissante, plus complète et plus vivante. Les jardiniers des années 1940 avaient un dicton qui semble encore plus urgent aujourd'hui. Un sol malade signifie des gens malades. Alors que nous regardons vers l'avenir de nos propres jardins et la santé des personnes qui nous sont chères, il est peut-être temps de revenir aux minéraux que la terre donnait autrefois librement. En restaurant ces éléments anciens, nous ne faisons pas que cultiver des légumes, nous reconstruisons les fondations du bien-être, en commençant exactement là où cela compte le plus, dans le sol, sous nos pieds. Et maintenant, chers amis, nous arrivons au secret le plus vital de tous, celui qui détient le pouvoir non seulement de faire pousser un jardin, mais de protéger une famille. C'est le secret de la conservation des semences, une pratique si humble et si ancienne que des civilisations entières en ont autrefois dépendu pour leur survie. Pendant la guerre, lorsque les lignes d'approvisionnement ont échoué et que les étagères des épiceries se sont vidées, les graines d'une famille avaient plus de valeur que l'argent. Un bocal de graines conservées n'était pas seulement une collection de futurs repas. C'était la sécurité, c'était la continuité, et c'était un compte bancaire vivant transmis discrètement d'une génération à l'autre. Mais il ne suffisait jamais d'avoir simplement des graines. Ce qui importait, et ce qui importe encore aujourd'hui, c'était d'avoir les bonnes graines. Les variétés commerciales vendues aujourd'hui sont souvent sélectionnées pour des conditions moyennes, conçues pour pousser convenablement partout, mais rarement de manière exceptionnelle quelque part. Elles sont faites pour survivre au transport, au stockage et à la commercialisation, pas pour prospérer dans votre sol, sous votre climat, avec vos ravageurs locaux. Mais une graine conservée de votre propre jardin se souvient. Saison après saison, elle apprend votre climat.
s'adapte à vos régimes de pluie et se renforce contre les maladies et les insectes propres à votre jardin. Elle devient une bibliothèque génétique écrite par vos mains, votre sol et votre expérience vécue. Pourtant, après 1947, quelque chose a basculé. L'industrie de la semence a commencé à se consolider. Les variétés à pollinisation libre, celles que vous pouvez conserver et replanter indéfiniment, ont été discrètement remplacées par des semences hybrides conçues pour ne pas se reproduire fidèlement. Soudain, les jardiniers ont été encouragés, voire poussés, à acheter de nouvelles graines chaque année. La vie elle-même a été transformée en un service d'abonnement. Mais lorsque vous conservez une graine, lorsque vous prélevez le gel d'une tomate ancienne, ou que vous mettez de côté les gousses sèches de votre meilleur plant de haricots, vous faites quelque chose de bien plus grand que du jardinage. Vous déclarez votre indépendance. Vous dites « Ma nourriture, mon sol et mon avenir ne sont pas à vendre ». Vous préservez la résilience de vos grands-parents et le génie discret des personnes qui ont soigné cette terre bien avant nous. Vous devenez un intendant de la mémoire et un gardien de la vie. Dans un monde qui semble incertain, où les chaînes d'approvisionnement se tendent et où les prix augmentent plus vite que les jardins ne poussent, cet acte simple devient une promesse puissante. Quoi qu'il arrive à l'extérieur de votre clôture, votre jardin renaîtra au printemps prochain. Alors la question est la suivante. Quelles graines allez-vous conserver cette année? Alors, chers amis, nous arrivons à la question finale. Une question qui résonne dans chaque jardin, chaque bac surélevé et chaque poignée de sol vivant. Pourquoi ces secrets ont-ils été enfouis pendant 80 ans? La réponse est simple et peut-être un peu déchirante. Parce qu'on ne peut pas breveter le sol. On ne peut pas déposer la marque des bactéries dans une poignée de litière forestière. On ne peut pas mettre de prix sur un cycle de vie qui se régénère librement, discrètement et éternellement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 20 millions de familles américaines ont prouvé à quoi pouvait ressembler le vrai jardinage. Elles ont produit près de la moitié des légumes de la nation en n'utilisant rien d'autre que l'observation, le bon sens et un profond respect pour la terre. Leur méthode était lente, naturelle et profondément efficace. Elles faisaient confiance à la biologie, pas au sac sur l'étagère d'un magasin. Et cette sagesse, malgré toutes les tentatives pour la supprimer, n'a jamais vraiment disparu. Elle vit dans les souvenirs de nos aînés, dans les pages de livres oubliés et dans les histoires murmurées à travers les générations. Elle vit dans les forêts, elle vit dans les graines et surtout, elle vit en nous. Le sol est toujours vivant, les microbes travaillent toujours et les graines attendent toujours. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans votre jardin, ne vous demandez pas ce que vous devez acheter. Demandez-vous ce que vous pouvez nourrir. Coupez cette vigne morte et laissez-la tomber pour nourrir le sol. Ramassez une poignée de vie forestière et partagez sa sagesse avec vos plates-bandes. Plantez une sœur à côté de votre maïs et laissez la nature vous montrer comment la coopération fonctionne vraiment. Car nous ne soignons pas simplement des légumes. Nous soignons un héritage. Nous nous souvenons de ce que le monde a essayé d'oublier. En ces temps d'incertitude, nous sommes ceux qui savent encore comment se nourrir, nourrir nos familles et nos communautés, quel que soit l'état des étagères dans les magasins. Alors permettez-moi de vous demander, d'un jardinier à un autre, lequel de ces secrets de la victoire essaierez-vous en premier cette saison? Avez-vous pratiqué le couper-déposer? Avez-vous conservé vos propres graines? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. C'est en apprenant ensemble que nous apprenons le mieux. Merci de faire partie de ce voyage. Si cette vidéo vous a apporté des connaissances, du réconfort ou de l'inspiration, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, car la vérité, comme une bonne graine, ne grandit que lorsqu'elle est transmise. Et d'ici notre prochaine rencontre, gardez vos mains dans la terre et votre cœur au jardin. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne.
nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.